Presque 2000 ans nous séparent de la réalisation de ces portraits peints sur linceul, bois ou lin. Principalement retrouvés dans le Fayoum, ces regards directs, sortant de leur support, portés sur notre monde, sont autant de passerelles construites entre passé égyptien et monde contemporain. Très réalistes, ces portraits du Fayoum sont l'un des témoignages les plus précieux de l'Égypte antique. Que nous disent tous ces visages d'hommes et de femmes, de prêtres et de militaires? Quels messages nous font-ils parvenir des premiers siècles de notre ère? Sont-ils des gardiens, des veilleurs, ou les porteurs d'une éternité, celle de la fragilité des êtres humains? Nous qui sommes encore, regardons ce qu'ils ont été. Ils sont nous, nous sommes eux, et leur témoignage est aussi précieux que notre regard. Les premières découvertes de ces portraits datent du XVIIe siècle, avec un certain Pietro de la Valle, un voyageur italien qui trouve dans une cavité l'un des plus anciens exemplaires à Saqqara. Il écrit « Nous arrivâmes enfin en ce lieu tant désiré, si proche d'un puits qui était découvert et fouillé depuis 3 ou 4 jours. Ils avaient caché sous le sable une momie. On avait peint l'effigie d'un jeune homme, qui était sans doute le portrait du mort. Pourtant, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que l'importance de ces portraits soit révélée dans une région particulière, celle du Fayoum, un des plus vieux territoires agricoles d'Égypte, alimenté en eau par une branche du Nil qui se déverse dans un lac. Sous les Ptolémées, le Fayoum voit l'installation de soldats grecs, puis à leur chute, celle de garnisons romaines. À la fin du XIXe siècle, la région est prisée par des pilleurs de tombes et de nombreux portraits sont mis à jour. Mais leurs trouvailles ne vont pas s'arrêter à des fins purement mercantiles. Elles intéressent de près certains Européens, et parmi eux l'archéologue anglais William Matthew Flinders Petrie, qui va réussir à regrouper 150 portraits dans la nécropole d'Awara, ou encore l'égyptologue Albert Gaillet, qui va diriger des fouilles dans la cité d'Antinoé. Un personnage viennois antiquaire, Theodor Graft, va quant à lui exposer et vendre en Europe et aux États-Unis la plupart des 300 portraits retrouvés à El Rabayat, ce qui les fait connaître aux Occidentaux qui ignoraient complètement leur existence. C'est leur réalisme qui frappe tout d'abord. Ils nous semblent incroyablement contemporains. Et pourtant, ils ont près de 2000 ans. Composés entre le 1er et le 4e siècle, on a retrouvé de ces portraits dits du Fayoum dans d'autres parties de l'Égypte. Leur création pourrait être le fruit de plusieurs influences. D'abord celle du masque funéraire égyptien, présent depuis longtemps sur le territoire, dont le but était de faire survivre le défunt à la fois sur le plan spirituel et physique, le corps étant un support concret pour fixer les aspects immatériels. Ensuite, celle de la réalisation de portraits, qui se développe déjà durant la période hellénistique et qui s'amplifie durant la période romaine. Dans les écrits du poète Martial ou de Pline l'Ancien, on note ce souci d'individualisation des contemporains. La technique utilisée rappelle celle de l'école des peintres grecs d'Alexandrie du IVe siècle avant notre ère, et notamment celle naturaliste du peintre Apelle de Cos. Qui étaient tous ces gens? Quels indices nous laissent-ils? Le traitement de leur visage est différent suivant les lieux et les époques. Certains portraits sont plus soignés, d'autres ont une esthétique plus naïve. Ils apparaissent marchands, militaires, enseignants, prêtres ou encore fleuristes. Certains ont des noms, comme Aline, Flavien ou encore Claudine. Au cours des siècles, les portraits vont évoluer. Alors qu'au 1er siècle, ils donnent une vision peu idéalisée des personnages, les plus récents annoncent les icônes byzantines, le hiératisme oriental, voire l'art copte. On s'est interrogé à savoir si les portraits correspondaient à l'origine des momies sur lesquelles ils se trouvaient. Leur jeunesse pourrait être le fait qu'à cette époque, l'espérance de vie était peu élevée, seulement 45 ans en moyenne. Mais certaines recherches infirment cette idée. Le musée national du Danemark, par exemple, a fait des recherches pointues, et sous l'effigie d'un jeune homme, leurs équipes ont constaté que le cadavre qui s'y trouvait était celui d'un vieillard.
La clé se trouve peut-être dans la fonction de ces portraits. Certains archéologues ont avancé le fait que ces œuvres auraient pu être composées du vivant des personnes et qu'ils auraient pu orner les maisons. On a d'ailleurs retrouvé des morceaux de cadre sur certains de ces portraits. Une fois la personne morte, l'effigie aurait été détachée, peut-être portée en procession, puis placée, insérée dans les bandelettes de la momie, le mort devenant un nouvel Osiris. Alors, accompagné d'une longue liste d'objets comme des amulettes, des figurines en terre cuite ou encore des bijoux, le mort pouvait faire son voyage ultime vers l'au-delà. La fonction de ces portraits devenant à la fois commémorative et funéraire. Ce sont des peintres anonymes, les zographoi ou peintres de la vie, qui ont réalisé tous ces visages dont les regards nous scrutent encore silencieusement aujourd'hui. Ces artistes n'étaient pas là pour les représenter pour la postérité, mais ils devaient plutôt les saisir tels qu'ils les avaient vus de leur vivant. Il s'agissait d'identifier le sujet tout en le rattachant à un groupe social. Les supports utilisés étaient variés. Pour le bois, leur préférence allait au figuier sycomore qu'on trouvait en grande quantité dans la région, ou au tilleul qui était importé par les Romains. Mais le chêne, le cèdre, l'hêtre ou l'acacia étaient parfois utilisés. La plupart du temps, ils étaient choisis pour leur souplesse et leur finesse. Les peintres pouvaient aussi exercer leur talent sur des toiles de lin, directement sur le linceul ou sur une tenture funéraire, mais leurs compositions ont été plus altérées au cours du temps. Deux techniques de peinture étaient utilisées. La peinture à la détrempe, mélange d'œufs, de gomme arabique ou de résine soluble dans l'eau, et la peinture à l'encaustique, à base de cire d'abeille froide ou chaude, un savoir-faire hérité des Grecs. On retrouve peut-être encore sur les portraits la trace d'outils utilisés, comme par exemple le cauterium, qui sert à égaliser la cire d'abeille, ou du cestrum pour les marques plus resserrées du contour des visages, même si tout cela reste en discussion aujourd'hui parmi les archéologues. Parvenus jusqu'à nous, ces portraits nous permettent de comprendre l'apparence des contemporains de ces premiers siècles de notre ère. On retrouve ainsi souvent les traces de l'aristocratie, avec les tenues portées comme par exemple la tunique blanche ornée d'un clavus pourpre pour les hommes. Les toilettes des femmes sont variées, tant en couleur que par leur forme. On remarque une diversité importante de bijoux, boucles d'oreilles, torques, boucles ou bagues souvent en cabochon avec émeraude. Leur chevelure est fréquemment partagée par une raie médiane et parfois on peut penser qu'une perruque est portée. Plus rare, certaines femmes ont une coiffure très bouclée, caractéristique de l'époque des Sévères. Dans de nombreuses compositions, si les portraits peints sont effectués avec un certain réalisme, ce sont les objets et autres éléments qui servent à les diviniser, comme la guirlande de fleurs, des roses ou des myrtes, qui représentent celle du justifié d'Osiris, ou encore sur les couronnes en feuilles d'or portées sur les têtes. Le signe ankh est souvent récurrent dans ces peintures, et symbolise la divinisation du défunt en Osiris. Parfois, le mort est aussi associé à Dionysos. Il porte alors le canthare en or empli de vin rouge. Outre cela, un souci est aussi porté aux vertus prophylactiques. On retrouve ainsi sur certaines femmes un médaillon avec tête de méduse censé éloigner les maladies, comme pour le pendentif en forme de coquille dénommé Ouza, à qui l'on prête les mêmes vertus. Parfois, la grenade apparaît comme un talisman sacré, une offrande faite aux divinisés. Ayant traversé près de 2000 ans, ces premiers portraits peints connus sont d'une richesse inestimable. Situés à la croisée de trois cultures, égyptienne, hellénistique et romaine, ces visages familiers, pas si éloignés des nôtres, nous rappellent à travers les âges notre condition précaire, mais aussi précieuse sur cette terre.